retrouve demain. Et 8h32 sur Radio Classique, le tour des kiosques avec Pierre Pilet. Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Vous ouvrez votre revue de presse par Notre-Dame de Paris qui est en train de redevenir le monument le plus fréquenté de France. 7 millions de visiteurs ont franchi le portail du jugement dernier depuis le début de l'année, d'après un reportage à lire dans le Figaro, ce qui fait une moyenne de 35 à 40 000 personnes par jour. Le quotidien nous explique qu'à ce rythme, environ 12 millions de fidèles et de touristes seront entrés dans l'édifice d'ici la fin de l'année. La basilique du Sacré-Cœur, également dans la capitale, va certainement rétrocéder le titre de monument le plus fréquenté de France. Les guides refusent des visites. Ils constatent un intérêt inédit de la part des Parisiens et plus généralement des Français, détaille le Figaro. Les visiteurs étrangers sont aussi nombreux. Ils s'arrêtent notamment devant la représentation de Saint Paul Chen, martyr de l'église de Chine, décapité au 19e siècle pour s'être converti au christianisme. Un engouement et quelques rappels à l'ordre nécessaires. Toutefois, à l'entrée, les agents de sécurité doivent demander de retirer les casquettes, de couvrir les dos dénudés. À l'intérieur, une drôle de voix enregistrée se fait régulièrement entendre pour inviter l'Assemblée au silence. Les offices sont bondés, plus de 1000 personnes participent aux 3 messes quotidiennes selon le vice-recteur de Notre-Dame. Un afflux massif alors que l'édifice est encore en partie en travaux. La transformation du parvis va débuter par ailleurs en fin d'année. Les tours nord et sud vont être à nouveau accessibles à partir du 20 septembre. De quoi faire grimper encore les statistiques de fréquentation à condition de gravir 422 marches. À 9000 km de Notre-Dame, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent demain en Alaska pour parler de la guerre en Ukraine. Discussions qui vont être suivies par de nombreux pays, dont la Lettonie. Pays qui redoute de subir une invasion comme l'Ukraine et où le journal L'Opinion s'est rendu. La Lettonie, nation d'1 800 000 habitants, fait partie des États baltes avec l'Estonie au nord, la Lituanie au sud, 463 km de frontière avec la Russie. Et même si la ministre lettonne des Affaires étrangères montre l'exemple à presque 60 ans en effectuant des périodes de réserve dans la garde nationale, même si le service militaire a été rétabli il y a 2 ans, eh bien le pays ne compte que 15 000 soldats. Très peu, trop peu au regard de la menace qui pèse. Depuis plus de 10 ans, une brigade de l'OTAN stationne en permanence sur place. Le budget de la défense est en forte augmentation. Il n'empêche, le pays manque de profondeur stratégique, écrit l'envoyé spécial de l'Opinion. La capitale Riga n'est qu'à 200 km du sol russe et d'est en ouest, il n'y a pas d'obstacles importants. Alors la Lettonie s'est lancée dans la construction d'une ligne de défense, fossé anti-char, poste fortifié. Le rail est aussi un enjeu, or l'écartement des voies de chemin de fer est toujours aux normes soviétiques. Un projet ferroviaire a donc été lancé pour connecter les pays baltes au reste de l'Europe. De Varsovie, la capitale polonaise, à Tallinn, celle de l'Estonie, en passant donc par la Lettonie, ça fait 1000 km. Mais il y a du retard et le coût est élevé, 24 milliards d'euros. Le sujet qui pourrait servir de détonateur, écrit encore l'Opinion, c'est la présence d'une forte minorité russe en Lettonie. Elle représente près d'un quart de la population du pays. 8h35 sur Radio Classique, c'est l'entreprise qui est la grande gagnante de la bataille des droits de douane lancée par Donald Trump. Boeing, et les Échos nous expliquent pourquoi ce matin l'avionneur américain a engrangé 422 commandes et engagements d'achat grâce aux pressions douanières exercées par le président américain. C'est un décompte non définitif réalisé par le quotidien qui parle même de méthode Trump. Une menace de mettre en place des surtaxes. Surtaxes ensuite revues à la baisse quand le pays avec lequel les États-Unis discutent s'engage à importer davantage de produits américains. Or, Boeing est le premier exportateur américain et les compagnies du monde entier, les compagnies aériennes, ont besoin d'avions, écrivent encore les Échos. Cela donne les résultats suivants. Au moment de l'accord sur les droits douanes avec Washington, le Royaume-Uni s'est engagé à acheter pour 10 milliards de dollars d'avions à Boeing. Une centaine d'appareils commandés par le Japon le mois dernier. Autre exemple, la semaine dernière, le Cambodge qui va de son côté acheter 20 Boeing. L'avionneur américain se refait une santé plus vite que prévu et réduit son retard sur Airbus, son rival européen. Si on fait les comptes, Boeing va devoir livrer près de 700 appareils, soit 200 de plus qu'Airbus. Néanmoins, cette stratégie n'est pas sans risque, car les tensions existent avec la Chine et l'Inde. Or, ce sont les 2 principaux marchés mondiaux en matière d'achat d'avions et pourraient perturber ces relations, la vitesse de croisière de Boeing. Les politiques sont en vacances, à part François Bayrou, qui ne prend pas de pause. Libération en profite pour dévoiler des chiffres politiquement corrects. C'est le titre d'une double page ce matin. Il s'agit de statistiques présentées par le quotidien comme
inattendues. Elles sont extraites de la newsletter de Libé intitulée « Chez Paul », envoyée aux abonnés tous les jours. Allez, je vous propose une petite sélection. Par exemple, 461. Alors, je ne vais pas vous parler de nouveaux plans d'économie, non, c'est le nombre total de minutes, 461 en l'occurrence. Les minutes des déclarations de politique générale des premiers ministres et premières ministres depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. François Bayrou, l'actuel chef de gouvernement, et Elisabeth Borne ont été les plus bavards, entre guillemets. 461 minutes, ça fait 7h41 et c'est à peu près la durée d'un vol Paris-Montréal, écrit Libération. Et peut-être, ça c'est moi qui le pense, que ça va inspirer les compagnies pour densifier leur catalogue de vidéos à regarder pendant le trajet. Et puis autre chiffre pour terminer, Pierre, dans cet article, 652. C'est le nombre de partis politiques enregistrés en France auprès de la Commission nationale des comptes de campagne. Ça fait un parti pour 104 000 Français. Pour vous donner une idée de l'évolution, il y avait moins de 300 partis en 2008. Et puis Fabien, savez-vous combien de chaînes ont été plantées par les premiers et premières ministres à Matignon depuis 1979 ? Moi, je dirais une vingtaine. C'est beaucoup moins. Il y en a eu 6 seulement. Parce que depuis Raymond Barre en 1979, justement, c'est une tradition, planter un arbre quand on devient chef du gouvernement. 6 chaînes donc, allant du chêne de Hongrie de Laurent Fabius au chêne des Pyrénées de François Bayrou, en passant par le chêne fastigier de Manuel Valls. Un chêne aussi pour Dominique de Villepin. Jacques Chirac, en son temps, a préféré planter un rosier. Jean-Pierre Raffarin, un parotis de Perse. C'est une magnifique plante aux couleurs automnales. Gabriel Attal et Michel Barnier, eux, ont planté chacun un érable. 2 chefs de gouvernement qui n'ont, on peut le dire, pas vraiment pris racine à Matignon, contrairement à leurs plantes. C'était la revue de presse de Pierre Pillet. Merci Pierre. 8h39 sur Radio Classique. C'est l'heure de votre podcast concocté par Augustin Lefebvre tout l'été. Aujourd'hui, dans Retour vers le classique. Augustin, vous nous emmenez à l'opéra en compagnie